bonjour. Et il n'était pas là. Donc on lui a appris, je ne sais même pas comment il a compris. Il s'est agi de ceci. On a donné au secrétariat technique que je coordonne la responsabilité de faire une présélection en tenant compte de l'aspect technique. Vous comprenez? C'est-à-dire de l'expertise technique. Et j'ai dit tout à l'heure que du point de vue technique, on n'a rien à reprocher au candidat Denis Kadima. Donc, le volet personnalité éthique, ça c'était réservé aux chefs de confession religieuse. Donc, la seule base de sélection par rapport à l'expertise, à l'expérience, à la connaissance matière électorale, Kadima et Botoko étaient, je dirais, les meilleurs même après leur interview. Et les raisons pour lesquelles nous avons récusé Kadima... Dans un premier temps, vous aviez déclaré que Cyril Botoko était faible. C'est long, c'est que... Le temps de Malonda. Voilà ce qui nous a amené à nous organiser pour faire des audiences à cause de ces mensonges-là. Nous avons retiré la candidature de Cyril pour faciliter le consensus. Pour faciliter le consensus au profit du candidat de l'ECC. Il n'y avait que ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont reconnu que Cyril a un bon profil. Ce n'est pas seulement la SENCO et l'ECC qui ont reconnu que les deux avaient un bon profil, mais tout le monde a reconnu ça. Donc, c'était pour faciliter le consensus. Il n'était pas là. Voilà, et passe bravo. Vous n'étiez pas là et il a répondu. Excusez, parce que je veux d'abord que nous puissions nous entendre. Quand tu dis que c'était pour faciliter le consensus, le consensus étant facilité, on se retrouve avec un seul candidat Malonda. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas accepté Malonda? Pourquoi vous n'avez pas accepté Malonda, M. l'abbé de la Saint-Gilles? Je crois que là, on commence à quitter. Le consensus se facilite en réduisant le nombre de candidats. Quand on est devant trois, pour avoir le consensus, le fair play a fait que nous, on a retiré notre candidat. Les raisons pour lesquelles on a récusé Malonda, nous l'avons suffisamment expliqué en son temps, ce n'est plus l'actualité. Non. Voilà, bravo, c'est moi qui dirige. Rosa Malonda a été écarté, c'est presque dans le même contexte. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi vous aussi, vous n'allez pas aussi mettre de côté Denis Kadima? Parce que c'est presque le même scénario, c'est juste les noms qui ont changé. Je veux que vous puissiez retenir que moi je suis dans le processus électoral depuis que les élections ont commencé en 2006. J'ai été d'ailleurs le meilleur parce que les candidats donnés comme président CELSER par l'église catholique et l'église protestante, ils ont montré leur insuffisance, on les a arrêtés, on les a amenés à Makala, au parquet avec leur personne, et la personne qui a sauvé le processus, c'était moi. Parce que j'ai même repris le CELSER que dirigeait l'équipe manguiste et pour sortir les résultats dans une semaine. Ce qui veut dire que je sais de quoi je suis en train de parler. Ici, je voudrais que nous puissions bien nous accorder sur une chose. Quand on constate qu'il y a 4 candidats qui viennent chez le chef de confession religieuse de la manière que M. l'abbé a présenté et qu'ils savaient très bien que le candidat dont ils sont en train, qui est en train d'être récusé, parce que ce candidat avait été écarté aussi lors du temps de Malonda. Lequel? Le candidat Kadima. Kadima. Il avait été écarté du temps de Malonda, mais en ce moment-là, on avait dit que parce qu'il était là-bas, il était président de la République. Alors maintenant, à l'étape où on se retrouve, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas écarté immédiatement pour garder les autres? On l'a laissé pour qu'on puisse arriver jusqu'au moment où on se retrouve avec les deux candidats. Et maintenant, comment est-ce que les 6 autres chefs de confession religieuse se retrouvent en train d'accepter, parce que c'est cela le consensus? Il faut donc que nous puissions bien nous comprendre sur une chose. Je suis convaincu, et ça je voudrais le dire pour la nation et sous le contrôle de M. l'abbé, l'Église catholique n'a jamais accepté un seul président de la CENI. Ça, c'est une révélation que je vous fais. Voilà, une révélation? Oui. Oui, allez-y, comme ça. M. Laga a été rejeté, M. Malo a été rejeté par l'Église catholique. Connaît Nanga? Oui. Non. D'abord, il a été rejeté par l'Église catholique. Onon Nanga a été rejeté par l'Église catholique. Qu'on rejette le candidat qu'on est en train de retrouver
que ce n'est pas un problème. Voilà. Monsieur l'abbé, vous êtes spécialiste en rejetant les candidats. Oui, alors revenons sur la candidature de Nika Dima qui n'a pas été retenue. Effectivement. La raison pour laquelle sa candidature, comme celle de Sylvain Lumbu, je crois de Jérôme Bosse, n'était pas retenue, c'est simplement parce que quand on devait analyser le volet éthique, personne des 8 chefs de confession religieuse ne portait la responsabilité de les connaître. Alors comment peut-on discuter sur des gens que personne ne connaît? Donc Bawangani Bango, comme dit le Congo, parce qu'ils avaient la mission d'imposer Malonda. Alors maintenant, c'est devenu l'affaire de Kassaïen. Moi, ce qui m'a fait très mal, c'est le fait qu'on n'avait pas de preuves pour dire que c'était un mensonge. C'est ça qui nous a amené à nous organiser, à enregistrer. Cette fois-ci, on serait à l'aise parce qu'on a au moins des éléments qui pourront prouver ça. Alors, le deuxième... Oui, donc c'est vous qui êtes à la base de rejeter tous les candidats. L'Église catholique n'a jamais... Je réponds à cela. Okay. Et les conséquences le processus électoral qu'il a évoqué là. Quel est le résultat? Voilà, c'est ça. Hein? Non, l'abbé Malou, d'abord les évêques avaient déjà sorti un décret à l'interne interdisant aux prêtres d'avoir des responsabilités de premier degré dans le processus électoral jusqu'au président du bureau de CENI. Un décret des évêques qui, donc, sa candidature était en contradiction avec ce décret-là. Corneille Nanga était dans notre banque de données. On pouvait le tenter. Mais la veille, nous avons la certitude que l'ancien pouvoir les a réunis tous. Il dit voilà l'homme à soutenir. Donc lui aussi, c'est un bon technicien. Donc vous ne pouvez pas soutenir un candidat soutenu par le pouvoir en place. De cette façon-là, parce que la dépendance et les résultats nous l'avons. Donc je crois que l'histoire nous a donné raison. S'il y avait un peu d'humilité, on dirait mais voilà, cette fois-ci, laissons-le proposer quelqu'un. Mais nous ne tenons même pas à imposer quelqu'un. Voilà, pasteur, mais pourquoi vous... Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. Monsieur l'abbé doit avoir la présence d'esprit et le bon souvenir pour savoir que au moment où le pays a le rendez-vous avec l'histoire, c'est l'Église catholique qui surgit pour contester. Ce que Michel Abbé est en train de vous dire, il vous dit en d'autres termes que l'Église catholique ne peut obéir qu'à l'État du Vatican. C'est ce que vous devez bien retenir. Michel Abbé a défendu, a refusé les résultats du dialogue de l'OIA en disant qu'il n'y a pas inclusivité. À ce moment, il parlait d'inclusivité. Et ils ont proposé au Raïs Kabila les bons offices. Et quand on leur donne les bons offices, M. Labbé, avec la CENCO, il quitte les 340 membres qui avaient participé au dialogue de l'OIA pour venir à 36. Je ne sais pas si 346, les 36 constituent l'inclusivité. Et pendant ce temps, il laisse tout le monde, ils partent pour aller sacrer un évêque. Et pendant que la République est en train d'attendre, ils font passer le temps. Et maintenant, au moment où ils reviennent, ils quittent 36 pour aller à 18. Et quand ça arrive à 18, on les appelle à Rome. Ils laissent tout le monde et puis nous, nous restons ici. Et c'est dans ce moment-là qu'on va sortir le gouvernement Libanga. On sort le gouvernement Libanga parce que celui qui parlait, j'avais dit que M. Labbé était le porte-parole de l'opposition. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, M. Labbé avait porté la parole pour le rassemblement. Ici, il a porté la parole pour la Mouka. Pendant qu'il est entré dans la Mouka, oui, il a distribué dans la salle les communiqués de jeunes de la Mouka qui étaient dehors. Qui, M. Labbé? M. Labbé. Il a multiplié, il a distribué pour dire aux gens, faites attention de choisir parce que si vous choisissez dehors, il y a le peuple qui vous... Voilà, M. Labbé, votre droit de réponse par rapport à ça. Voilà, d'abord ce qu'il a raconté là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est la vérité, mais allez-y. Non, franchement, allez simplement lire les archives. Hein. On n'a même pas descendu à 18, on était à 32. On était à 32. L'inclusivité, ce n'est pas par rapport au nombre de gens, mais par rapport au regroupement politique en considérant le plus important. Alors, on est allé, je vais vous dire qu'on est allé avec le travail. Oui, l'Église catholique
qui n'aime jamais désigner. Oui, c'est M. Labbé qui a la parole. Il va terminer. Il va terminer. L'Église catholique n'aime jamais désigner. C'était M. Labbé qui vient, qui dit nous avons fait le travail jusqu'à 92 ou 97% pour refuser de présenter le Premier ministre. Voilà. On veut dire oui, M. Labbé. Je me rends compte que mon voisin n'intègre pas la notion de porte-parole. L'abbé Chaule n'est que porte-parole. Si j'avais dit quelque chose qui n'engageait que moi, vous aurez déjà entendu mes fils qu'un évêque contesté. Donc tout ce que j'ai dit dans le cadre de porte-parole, c'est l'ensemble des évêques. Ça vous semble bien. Alors, retenons sur l'histoire de la Mouka. Nous sommes là en réunion, les gens de la Mouka viennent avec un mémo dont le contenu était de nous d'interdire aux chefs de confession religieuse de s'engager dans ce processus de désignation parce que il n'était pas pour la loi organique. Donc, ils sont venus à la scène, je les ai reçus, j'ai lu, j'ai vu que le contenu intéressait tout le monde. Et d'ailleurs, ce que nous étions en train de faire, c'était exactement le contraire de ce que la Mouka demandait. La Mouka ne voulait pas qu'on siège, mais nous, on a continué à siéger. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez été là. Merci, M. Labbé. Merci de m'avoir donné. Je n'ai pas terminé avec M. Labbé comme il est là. Oui. Je vais poser la question. Terminer juste quelques minutes parce que j'ai encore... Je pose la question. L'Église catholique, l'Église protestante qui dirige la plateforme, dans leur charte, il y a 27 ans d'églissement. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. L'Église catholique et l'Église protestante ne peuvent pas démissionner de la direction de la plateforme pour laisser aux autres confessions les diriger. Voilà, M. Labbé. C'est la charte. Vous avez entendu la charte? La charte, la charte est récente. Mais changeons parce qu'il veut aussi que l'Église se révèle aussi pour s'assumer. Non, ce n'est même pas l'Église. On ne peut pas n'importe qui, ils doivent démissionner. Avant, il y avait un consensus que ce soit le président de la SENCO qui préside la plateforme. Un consensus. Ça n'a jamais posé problème. C'est quand les assoiffés de pouvoir sont arrivés. Les assoiffés qui sont écoutez, dans la charte qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, qu'on a dit le mandat est maintenant par Monsieur Mossengo, c'est-à-dire par les signé. C'est pas maintenant. Elle est signée maintenant, mais elle est vieille. Monsieur Labbé, la charte est vieille et elle n'est pas signée. Monsieur Labbé, oui, allez-y. Elle est signée maintenant, mais elle est vieille. Inviter l'imam Moussa qui maîtrise l'histoire de la plateforme de confession religieuse. C'est un homme objectif, je crois que vous... Imam Moussa. Moussa, oui. Il vous dira l'histoire de la charte. Mais vous aussi, M. Labbé, vous avez favorisé cette histoire au niveau de l'Église, au niveau de la confession religieuse musulmane. Il y a cette histoire parce qu'on vous taxe, vous, Église catholique, de pouvoir admettre une personne qui n'a pas qualité à pouvoir engager la confession musulmane. Non, je crois avoir déjà répondu à cette question. Ce n'est pas à nous de juger. Nous avons référé ces dossiers au ministère de Justice. Mais quand nous nous rendons compte que quand le gouvernement invite les confessions religieuses, invite Cheikh Abdallah. Quand on reçoit les confessions religieuses, les invitations viennent chez Abdallah. Donc pour nous, et puis en fait c'est un dossier qui nous a embrouillés. Chacun vient avec un jugement publié même dans le journal officiel. Donc ce n'est pas à nous de faire. Voilà, merci. Ça c'est votre toute dernière parole, pasteur. On termine avec vous. Moi, ce que je devais dire, c'est ceci. Dans la gestion de conflits ou de relations, quand on se retrouve pris à partie, on doit se déporter. Je crois qu'au moment où la SENCO se retrouve sur le banc des accusés, au moment où on est en train de chercher à se réunir, la SENCO, par conflit d'intérêt, ne peut plus diriger la réunion de confession religieuse. Pourquoi? Parce qu'ils dirigent la réunion de confession religieuse, ils souhaiteraient que les choses aillent de la manière qu'ils sont en train de présenter les choses. Parce que ici, sur le plan de moralité et d'éthique, de la manière que je connais, je suis catholique. De la manière que je connais tout ce qui se passe là-bas, je crois que la meilleure des choses à faire, c'était de considérer que les 6 confessions religieuses sont allées dans un sens et que les 2 confessions religieuses sont minoritaires sur le plan de la démocratie. Parce qu'on parle du bureau
élections, qu'ils acceptent, mais qu'ils établissent le principe de contrôle. Je pense que M. l'abbé avait répondu avant que vous soyez là, il a parlé par rapport à la charte. Merci beaucoup, pasteur Yoka, bravo, surtout de votre passage. Merci aussi à M. l'abbé Donatien Cholet de nous avoir donné cette opportunité. Certainement un peu à bouger le monde politique en RDC. Nous allons parler avec Madame Arlette Odia. Bienvenue. Merci, M. Jean-Baptiste. Voilà, le dossier RAM est là et déjà le ministre devra s'expliquer ce mercredi. Il aurait dû être là ce lundi, mais il a encore demandé un autre délai pour se présenter ce mercredi. Serez-vous prête à pouvoir entendre ce qui sortira de nous? Je pense que Monsieur le ministre a déjà longuement étalé sa pensée. Nous savons exactement de quoi il s'agit. Il s'est exprimé. Et je dois vous dire sincèrement qu'en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il est de bonne foi. Quelle est cette bonne foi? C'est qu'il veut protéger la population congolaise contre le vol des téléphones. Il veut protéger cette population contre la contrefaction des téléphones. Donc la conséquence est qu'il faut qu'un prix soit payé. Et ce prix intitulé RAM. Jusque-là, on dit qu'il semble être de bonne foi. Mais non, c'est quoi RAM? Il présente quelques caractéristiques, les mêmes que l'impôt, autant que la taxe. Mais entre-temps, le directeur du cabinet va dire que c'est ni l'impôt ni la taxe, c'est plutôt un service que l'on paye. Pourquoi je dis que ça a pratiquement les mêmes caractéristiques? C'est que la taxe, c'est un prélèvement pécuniaire obligatoire en vue de servir à un fonctionnement ou à l'utilisation d'un service public. C'est ce qu'on aurait voulu apprendre du RAM, que c'est tout simplement le fait de protéger les gens contre le vol de téléphone, de protéger les gens contre la contrefaction. Oui, mais entre-temps, on va apprendre, au-delà de ce fait, il y a autre chose, de quoi on se sert du RAM, notamment la gratuité de l'Internet sur certains sites de la ville. On va même parler quelque part de la gratuité de l'enseignement. Il y a certains étudiants qui bénéficient de Wi-Fi à l'impôt. Au niveau de l'UNIKIN, au niveau des LUPEN, au niveau des Kitambo, c'est une avancée par rapport au RAM. Sur base de quoi il y a plus, on a dû entendre parler que le RAM est illégal alors qu'il y a un décret de 2012 qui réglemente cette histoire de RAM. C'est ce que je vous dis. Le prélèvement RAM a de caractéristiques similaires à l'impôt, autant qu'il en a de similaires à la taxe. Et c'est cette cacophonie, cet amalgame qui a suscité l'attention des gens. On pensait que ce n'était qu'un prélèvement, n'est-ce pas, pour servir à la protection de la population face à la contrefaction ainsi que les vols. Mais lorsqu'on vous dit qu'il sert aussi à ce dont vous venez de parler, notamment la gratuité de l'Internet sur certains sites de la ville ou peut-être de la République, la gratuité de l'enseignement, ça veut dire qu'il ne s'agit plus de la taxe, il s'agit d'un prélèvement pécuniaire obligatoire en vue de subvenir aux charges de l'État. C'est là qu'il y a un problème. On ne va pas brandir l'arrêté. On devrait plutôt parler de la loi, du code des impôts et qu'il devait être, n'est-ce pas, prélevé par la Direction générale des finances. Se sentant coincé dans cet argumentaire, c'est là qu'on va entendre le ministre, soit par lui-même, soit par son directeur de cabinet, dire qu'il s'agit d'un service et que le prélèvement n'est que la rémunération de la prestation de la PTC. Alors, mais par rapport, qu'est-ce qui gêne? Parce que normalement, c'est une rémunération, on doit tenir compte de tout ça et on doit certainement inculquer aux Congolais la culture fiscale qui n'en ont pas.
Mais RAM, ceux qui la défendent vous ont très bien dit qu'il ne s'agit ni de la taxe, ni du RAM. On ne peut plus parler là de la culture fiscale. Oui, mais lorsqu'on vous parle de la prestation, du paiement d'un service, c'est là que ça pose encore des problèmes. À l'impôt, parce qu'il y a le caractère obligatoire qu'il y a. Oui, ça peut se ressembler, mais vous savez où se situe le problème? Un service en droit, il n'est jamais imposé. Un service, il se consent. Un service, il se demande. Oui, déjà au niveau du... À partir du moment où on impose un service au peuple congolais, dans les circonstances où il ne l'a pas demandé, dans les circonstances où il ne l'a pas consenti, surtout dans les circonstances où ce paiement ou ce prélèvement n'est pas à la bourse des citoyens congolais, c'est là qu'il se pose le problème. Je veux croire avec vous en la bonne foi du ministre. Or, pour la gouvernance, pour le développement d'un pays, il ne s'agit pas de la bonne foi, il ne s'agit même pas des bonnes intentions, il s'agit plutôt de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance marche avec le respect des textes, marche avec le respect des droits des citoyens. C'est là que vous voyez l'énervement du peuple congolais, l'énervement de l'Assemblée nationale qui est allé plus loin, même dans ses qualifications, à dire que c'était carrément de l'escroquerie. Mais si on doit parler dans le volet, on doit partir du volet juridique, on dira plutôt que c'est du vol. C'est une soustraction frauduleuse des unités placées dans le compte de gens dans leur téléphone. Alors déjà, le FCC demande la suppression, le remboursement de tous les crédits qui ont été volés et aussi la démission du ministre. S'il faut prendre peut-être le deuxième point, le remboursement, c'est un peu hypothétique là. Déjà que ce point de vue du FCC vient à point nommé. On ne pouvait pas attendre mieux que ça. D'ailleurs, pour nous, c'est le plus léger que l'on puisse demander. En lieu et place de la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, il fallait une motion de censure contre le gouvernement, contre le Premier ministre. C'est chaque jour, oui, mais c'est chaque le Premier ministre, que le Premier il n'est pas siège. responsable de ces secteurs. Celui qui est responsable du secteur, c'est celui de Pétentique qui bat ça. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement. Oui, conduit la politique du gouvernement. C'est chaque vendredi qu'il préside le Conseil de ministres. Et vous demandez que ça c'est chaque jour que le peuple congolais revendique le fait que cette charge de l'État n'est pas à sa bourse. Elle n'a pas été convenue avec la représentation nationale. C'est disproportionné de demander la démission du Premier ministre alors que le coupable serait qui bat sa main. Mais est-ce que déjà, vous vous souvenez que face à la communauté estudiantine de l'Université pédagogique nationale, le chef de l'État a répondu aux élèves, aux étudiants, prenant en compte leurs revendications. Mais depuis cette intervention du chef de l'État, avez-vous entendu la réaction du chef du gouvernement? Jamais, c'est chaque jour sur les chaînes de télé, dans des revendications. Vous voulez qu'il dise quoi? Parce que déjà le chef a déjà dit, lui, il ne peut rien dire, non? C'est lui qui conduit la politique du gouvernement. Et lorsque le chef de l'État prend en compte une revendication des citoyens congolais et de manière publique, c'est au gouvernement de prendre des dispositions en vue de réserver une solution. On ne doit pas oublier qu'en République démocratique du Congo, le président de la République, il règne, mais c'est le gouvernement qui gère au quotidien, qui gouverne, qui prend en charge les revendications du peuple congolais. Souvenez-vous de ce que disait Etienne Tshisekedi à l'époque. Un gouvernement qui ne sait pas répondre aux besoins de sa population n'en est pas un et n'a pas de droit, n'a plus le droit d'être. Ici, la situation du RAM a tellement duré. Les observations, que ce soit des représentants du peuple, n'ont jamais intéressé les dirigeants. C'est maintenant ou jamais qu'une motion de censure plutôt que celle de défiance doit venir. Moi, je comprends la réaction du FCC. Certainement que les soucis est de ne pas fragiliser les institutions, permettre dans une certaine mesure que les dirigeants d'aujourd'hui sachent répondre aux besoins fondamentaux du peuple congolais. Mais doit-on rester compatissant envers un gouvernement qui, lui, n'est pas compatissant envers son peuple? C'est là que nous, CEDUC, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, nous attendons
la réaction de la représentation nationale, pour nous, la motion de défiance, elle ne suffit pas face à voir la manière dont le gouvernement a été insensible, longtemps insensible contre les revendications du peuple congolais. C'est la sanction la plus forte que ce gouvernement mérite. Alors pourquoi ne pas attendre l'audition ou les réponses du ministre préoccupation? Parce que là, jusque-là, il est encore présumé innocent, mais c'est comme si c'est déjà scellé. Le sort du ministre serait déjà scellé quand vous demandez déjà sa démission. Et il va répondre ce mercredi. Pourquoi ne pas attendre le mercredi pour prendre... Vous savez, en français, on dit plus ça dure, plus ça devient dur. Cette situation, elle n'a fait que trop durer, pas par le fait des citoyens congolais, par le fait des dirigeants, dont notamment le ministre de PTNT. Mais vous pensez que ce qui a été fait n'est pas aussi grave que ça? Lorsqu'on doit imposer le prélèvement à la source d'un paiement à un peuple qui n'a pas été consulté au travers sa représentation, qui n'a pas été, à qui on n'a pas donné l'occasion de se défendre, encore que, n'est-ce pas que ces gouvernements sait combien citoyens congolais peinent à nouer le bout du mois avec leurs revenus pour ceux qui travaillent, ils peinent à avoir le pain quotidien, ils peinent à ce jour à garantir la rentrée scolaire de leurs enfants à l'école. En plus de tout cela, il faut aller des charges en charge. Nous pensons que non. L'intention du ministre, bonne, nous l'avons dit ici, il voudrait sécuriser le peuple congolais au vol ou alors à la contrefaçon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller de manière cavalière. Nous ne sommes pas dans une république bananière. La République démocratique du Congo a des lois qu'il faut respecter et le peuple congolais veut avoir à la tête du pays des gouvernants qui respectent ses demandes, qui fait comprendre sa souffrance, parce que jusqu'ici, elle n'a pas encore été allégée. Voilà, merci beaucoup madame, surtout de votre passage. Je vous remercie. Voilà, c'est fini. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.